Eh bien, l'abolition de la pollution au XXIe siècle est exactement, à cette nouvelle renaissance, ce que l'abolition de l'esclavage a été au XIXe. C'est complètement ridicule. Quand on en aura parlé un peu plus, ça sera dangereux. Et les mecs, qu'est-ce qu'on va faire si on se met à polluer zéro? Là, on fait plus rien, on vit dans des huttes, etc. Parce qu'on se dit que c'est forcément de la décroissance, et ça, c'est faux. Il y aura une époque où ce sera évident, puisque c'est déjà évident dans la nature. Dans la nature d'aujourd'hui, il n'y a pas de déchets. La nature ne crée jamais quelque chose dont personne ne veut. Il existe toujours, pour chaque déchet dans la nature, une espèce qui en veut. Les études de cas de la Blue Economy reposent sur l'idée de prendre un déchet, et en prenant un déchet, on est plus compétitif que celui qui ne le prend pas. C'est-à-dire, tout le principe de la Blue Economy, c'est que la prise en charge d'un déchet vous rend plus compétitif que le fait de ne pas le prendre. C'est-à-dire, vous enlevez le côté corvée du déchet, et vous voyez le côté opportunité. Prenons des exemples très concrets. Alors, je vous recommande vivement ce bouquin, évidemment, il a été traduit en français. Au début, c'était un rapport pour le Club de Rome. Et le titre, c'est « L'économie bleue, 10 ans sans innovation, 100 millions d'emplois ». Puisque le but était de prouver que dans 100 industries différentes, on pouvait polluer zéro et gagner beaucoup plus. Prenons un exemple. Vous avez une centrale à charbon qui pollue énormément au Brésil. Donc elle émet des déchets soufrés et du dioxyde de carbone. Donc Greenpeace campe devant. Et là, on est dans le clash. La seule façon de ne pas détruire la nature, c'est de désindustrialiser. On n'a pas réussi à transcender ce débat pour l'instant. Le Gunther arrive et leur dit « Attendez, vous dites que le CO2 c'est mauvais, mais c'est parce que vous ne savez pas quoi en faire. Donc c'est vous qui êtes mauvais, c'est pas le CO2, laissez le CO2 tranquille. L'oxygène, ça avait été la même chose. Voyons ce qu'on peut faire avec. Alors, oui, on peut le fixer. Mais la majorité des gens qui s'intéressent au traitement des déchets le voient comme une corvée. Si vous voyez ça comme une corvée, fixer le CO2, vous allez le faire avec des algues vertes. Mais les algues vertes, ça reste un déchet. Si je vous en donne une tonne, ça reste un déchet. Vous auriez préféré que je ne vous donne rien. Donc on a juste déshabillé Pierre pour habiller Paul, puisqu'on a fait un déchet avec un autre déchet. La Blue Economy, ce n'est pas ça. On prend quelque chose dont personne ne veut, et on en fait quelque chose que tout le monde veut. Ce que la nature fait tous les jours. Quelle est l'algue la plus chère du monde? La spiruline, ça vous dit quelque chose? Au lieu de se dire « Ah, bon, c'est la corvée de fixer du carbone, je vais le faire avec une algue verte qui pollue, et puis ouf, ça sera fait. » Bah non, on va le fixer avec de la spiruline. La spiruline, c'est l'algue la plus margeante au monde. C'est-à-dire que c'est le seul aliment dont l'homme peut se nourrir uniquement pendant 1 an avec de l'eau. Il y a tout dans la spiruline, on peut ne manger que de ça pendant 365 jours. Donc oligo-éléments, acides aminés essentiels, acides gras essentiels, etc. Là où on marche le plus, c'est quand on la vend comme ça pour les suppléments alimentaires de starlets qui font des régimes. Là, c'est $1 la pilule. La petite boîte de pilules de $60, elle est à 59,95 $. Mais en fait, c'est une des farines alimentaires les plus chères. C'est-à-dire que les spaghettis à la spiruline, quand vous allez dans un magasin bio, même avec 33% de spiruline, le paquet de 300 grammes de spaghettis à la spiruline peut vous coûter jusqu'à 15 €. C'est une farine extrêmement demandée. Donc on prend un truc pour lequel il y a une demande négative, c'est-à-dire qu'on n'en veut pas, et on en fait quelque chose pour lequel il y a une demande positive. En l'occurrence, fortement positive. Mais le côté le plus obscène de cette première étude de cas, c'est que quand ils vendent la spiruline, les mecs, leur pot de spiruline, il est GAP, gratuit à produire. Parce que tout l'outil industriel a été amorti par les crédits carbone. Vu qu'on vous paye pour absorber le carbone, au moment où le pot arrive sur le marché, c'est 100% de marge. Pourquoi vous êtes plus compétitif que les professionnels de la filière si vous faites de la spiruline? Il y a des gens qui font de la spiruline, mais si vous êtes à côté d'une centrale à charbon, dans les bonnes conditions, elle peut pousser jusqu'à 3 fois plus vite. Donc vous êtes plus compétitif que les gens qui en font professionnellement. Et en plus de ça, il y a le côté artificiel des crédits carbone qui fait que, alors là, c'est carrément jackpot, vous avez tout remboursé avant même d'avoir vendu le produit. Parce qu'on vous paye pour prendre le déchet. Alors, ce que dit le Gunther, là-bas, il dit, bon, les crédits carbone, j'y crois pas trop. En plus, on a vu, avec la volatilité de ces titres boursiers, que c'était évidemment très, très difficile d'envisager un business model dessus.
Donc ce qu'il dit, c'est faisons ça sans aucune taxe, sans aucune éco-taxe, bien sûr, et sans aucune subvention. Très important. Le but est que ça soit plus rentable tout court, qu'il n'y ait pas à subventionner pour que ce soit plus rentable. Alors intervient un deuxième élément de la Blue Economy qui est typique des 4 Blue Economy. C'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur en cascade. C'est un peu comme une pyramide de champagne. C'est vous remplissez la première coupe et ce qui déborde va remplir les coupes en dessous, etc. Là, en l'occurrence, votre première coupe, c'est vous prenez du CO2, vous en faites de la spiruline. Mais avec les déchets, la spiruline non industrielle, vous allez faire autre chose. Par exemple, des phosphoesters de qualité cosmétique. Est-ce que vous avez acheté un pot de Clarins récemment ? Le pot de Clarins coûte une blinde, il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est le marketing de Clarins, et la deuxième, c'est les phosphoesters de qualité cosmétique. En fait, en prenant les déchets de la spiruline, qui en plus est bio en l'occurrence, eh bien, vous faites encore plus de marge qu'en faisant la spiruline elle-même. Parce que là, quand vous vendez les phosphoesters, c'est plus la même marge. Alors, encore une fois, les spaghettis à la spiruline ne sont pas aussi chers que le pot de Clarins. Et avec les phosphoesters qui ne sont pas de qualité cosmétique, vous faites du biodiesel. C'est une méthode ancienne quand on y pense, tout est bon dans le cochon. Tous les pays qui ont connu qui ont une gastronomie élaborée sont des pays qui ont connu la famine. On a la Chine, l'Iran, la France. Ce sont des pays qui ont une gastronomie très complexe parce qu'ils ont connu la famine. Et que quand il y a famine, on bouffe tout. Donc on bouffe le pied du porc, les oreilles, les pattes des poules. Il y a de très bonnes recettes de pâtes de poules en Chine. Les pâtes des poules, on les mangeait jusqu'à récemment. Dans les années 50, on continue à en manger en France. Puis dans certains restaurants, on continue à vous en servir. C'est très bon. Vous n'êtes peut-être pas convaincu sur ce coup-là, mais goûtez, vous verrez, c'est délicieux. Donc c'est une idée ancienne. Je parle bien d'une deuxième renaissance. On a juste repris l'idée qu'il fallait prendre chaque déchet et en faire une opportunité. Donc ça, c'était la première étude de cas. L'esprit général reste, vous prenez en charge un déchet, et le fait de prendre en charge un déchet, ça n'alourdit pas votre business model, ça l'enrichit. Donc là, je prends en charge le CO2, ça me rend plus compétitif pour faire de la spiruline parce que j'ai engrais gratuit.